Dans cette vallée relativement riche, on rencontre quelques noyers, des cerisiers et des oliviers. Ceci est le village de Martinandran. Ces croûtes que l'on voit entre les arbres et qui évoquent la carapace d'un animal fabuleux ne sont autre chose que les toits du village. À l'entrée du village, un cœur de tout nous accueille. La majeure partie des habitants sont malades. Les tableaux qui se présentent à notre vue sont d'une misère désolante. Le goitre est la maladie spécifique des urbaines hautes qui constitue l'objet principal de ce reportage. Voyez cette femme avec son goitre. Elle n'a pas plus de 32 ans. Nous visitons le village accompagné de l'alcade de Martinandran. Dans une rue déserte, nous rencontrons une fillette. Nous demandons à l'alcade ce qu'elle a. Il nous répond que depuis 3 jours, l'enfant reste là sans bouger. Elle doit être malade puisqu'elle se plaint, mais nous ne parvenons pas à savoir ce qu'elle a. Un de nos amis s'improvisant médecin s'approche d'elle pour s'informer de ce qui lui fait mal à la gorge. Il lui demande d'ouvrir la bouche et nous pouvons voir ses gencives et sa gorge enflammée. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour elle. 2 jours après, nous sommes revenus dans ce village. Comme nous demandions de ses nouvelles, on nous a répondu que la fillette était morte. De quoi se nourrissent les habitants de ce pays stérile? Les seuls aliments, ou presque, dont ils disposent, ce sont les pommes de terre et les haricots. Et encore pas toujours. En particulier au mois de juin et de juillet, il arrive que cette base même de leur alimentation leur fasse défaut. Leur alimentation carnée se compose uniquement de porc. Il n'y a que les familles riches, si on peut les appeler ainsi, qui possèdent un porc. Chaque année, on tue le porc, sa viande est dévorée en 3 jours. Aux endroits les plus fertiles, poussent des oliviers. Souvent, le fruit en est détruit par les insectes. La chèvre est l'animal qui résiste le mieux dans ces parages stériles. On réserve son lait aux malades graves. Il trempe dans ce lait le pain que les mendiants ramènent de loin et que l'on garde lui aussi pour les malades. On ne consomme de la viande de chèvre lorsque l'une d'elles se tue, ce qui arrive quelquefois quand le sol est abrupt et les sentiers escarpés. La principale industrie alimentaire des Urdes est l'apiculture. Mais les ruches, pour la plus grande partie, n'appartiennent pas aux Urdanos. De plus, le miel que les abeilles extraient de la fleur de bruyère est très amer. Les propriétaires des ruches sont des gens de la Alberca. Ils ne laissent les ruches aux Urdes que pendant l'hiver, qui est plus doux là que dans la province voisine de Salamanque. Au printemps, on transporte les ruches en Castille. À cette époque, il est courant de rencontrer une ou plusieurs bêtes chargées de ruches et qui se dirigent vers la Castille. Un jour, nous rencontrons cet âne, avec son chargement de ruches, que 2 Urdanos conduisent vers Salamanque. Un peu plus tard, tandis que nous mangeons tranquillement, nous entendons appeler au secours. Les Urdanos avaient attaché l'arbre, duquel une ruche était tombée, et l'animal avait été ensuite attaqué par les abeilles. Les mouvements désordonnés qu'il faisait pour se défendre provoquèrent la chute des autres ruches, et des essaims d'abeilles se précipitèrent sur lui. 1 heure après, l'animal était mort. 1 mois avant notre arrivée, 3 hommes et 11 mulets avaient été tués de la même façon. Les mois de mai et de juin sont les plus durs pour les habitants des Urdes qui ont, à cette époque, épuisé leurs provisions de pommes de terre. Ils se nourrissent alors de cerises, et comme la faim les empêche d'attendre qu'elles soient mûres, ils les mangent vertes, ce qui leur donne la dysenterie. C'est alors que commence l'émigration. Les hommes que la maladie ne retient pas, que les fièvres ont épargnés, partent pour la Castille ou l'Estramadour pour tenter de travailler à la moisson. Nous rencontrons quelques-unes de ces caravanes composées de 10, 30, 50 hommes, pourvus en tout et pour tout d'une couverture. Ils n'ont ni argent ni pain, et ils vont très loin, à pied, pour chercher du travail. Nous croisons, plusieurs jours après, un groupe de ces hommes
qui s'en reviennent comme ils font aller, sans argent et sans pain. Nous voici maintenant à l'un des points essentiels de ce reportage. Comment les urbanos font-ils pour construire le champ qui devra leur permettre de manger? Ils commencent par choisir un terrain proche de la rivière, puis aidés par leurs femmes, leurs parents et amis, ils le débarrassent de sa végétation habituelle de bruyère et de cire. Les outils de travail sont toujours rudimentaires, une pioche et une pelle. Ils ne disposent pas d'autres instruments pour labourer. La charrue est inconnue dans la plupart des villages des urbains. Une fois que le terrain est défriché, ils élèvent des murs de pierre posés l'une sur l'autre sans mortier. Ce mur protégera le champ des inondations hivernales. Quand le mur est construit, il leur faut aller chercher la terre végétale dans la montagne. Ils en emplissent leurs sacs qu'ils transportent ensuite à travers les ronces jusqu'à leur champ. Ce travail les occupe généralement plusieurs semaines. Voyez la mince couche de terre végétale qui recouvre un champ urdano. La première année, la récolte est abondante, mais ensuite la terre s'épuise faute d'éléments nitrogénés et devient stérile. Tous les champs des urbains ont la forme d'étroites bandes de terre en bordure de la rivière. Souvent, les crues hivernales anéantissent en quelques instants le travail de toute une année. Voici le méandre caractéristique d'un cours d'eau des urbains avec les petits champs échelonnés. Faute d'argent et d'animaux domestiques, le urdano ne peut pas se procurer d'engrais. Aussi doit-il aller chercher sur la montagne de quoi en faire, comme la famille que vous voyez ici. Les chemins sont difficiles et les chaussures sont rares. L'engrais le plus apprécié est celui que les urbanos fabriquent eux-mêmes avec les feuilles sèches de l'arbousier, arbuste qui n'est pas très abondant dans ces montagnes. Une fois arrivés à un endroit propice, ils emplissent les sacs de ces précieuses feuilles. Mais en ces endroits, la vipère est un animal très répandu. L'un de ces paysans a été piqué au doigt il y a quelques jours par une vipère en cueillant les feuilles d'arbousier. La morsure n'est presque jamais mortelle de soi-même. Ce sont les urbanos qui, en essayant de se soigner, s'infectent parfois mortellement. Quand la cueillette des feuilles est terminée, le paysan s'en retourne au village et répand le contenu de son sac à l'intérieur de la maison. Sur ces feuilles, bêtes et gens mêlés se coucheront. Les feuilles se décomposeront lentement et quelques mois après, ils s'en serviront comme engrais. Voici la maison d'un habitant de Fragosa. Dès l'entrée, on marche sur le lit de feuilles qui ne fait jamais défaut dans les maisons des urbanos. Intérieur caractéristique d'une maison. Les ustensiles sont primitifs et leur nombre très restreint. La fumée sort des maisons par où elle peut. Il n'y a pas de cheminée et pas de fenêtre.